ces bâtiments, c'est les bâtiments de quelqu'un. Si Fayoulou ne doit pas parler aux Congolaises et aux Congolais, c'est que c'est extrêmement grave. On me fait venir me faire poireauter parce que quelqu'un dit que Fayoulou n'a pas le droit de parler ici. Est-ce que c'est sérieux ça? Même sous la dictature de Mobutu. Je vous ai amené des documents ici pour parler. Sous Mobutu, je parlais, j'étais jeune homme. Je parlais à l'université de Kinshasa. Dans les édifices publics, je parlais. Donc moi, je vous donne jusqu'à un quart. Si ça ne va pas, écoutez, je suis désolé, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de ma faute non plus. Mais c'est à vous, les jeunes. C'est le message que je suis venu vous donner aujourd'hui. C'est à vous. C'est à vous de prendre, comment dire, vos responsabilités. Alors, appelez-moi les organisateurs. Si dans un quart d'heure, ça ne va pas, écoutez, j'emballe mes affaires et je pars. Et, sorry, mais pour le Parlement des étudiants, nous allons nous organiser et le faire ailleurs. Ils sont d'accord? Chers parlementaires, distingués invités, c'est donc avec beaucoup d'honneur que nous saluons la présence du président Martin Fayoulou et nous l'invitons et l'accordons 30 minutes pour nous entretenir sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette conférence exhortatoire que nous appelons plénière extraordinaire, afin qu'il puisse partager avec nous qu'est-ce qu'il pense être la menace pour notre pays aujourd'hui. Vous me demandez de vous entretenir sur ce sujet. Face à la menace du destin national, quel rôle doit jouer la jeunesse congolaise? Lumumba, notre héros national, avait dit le 30 juin 1960, nous allons faire du Congo les centres du rayonnement de l'Afrique tout entière. Lumumba avait dit, donnez à l'homme noir le pouvoir et vous allez voir de quoi il est capable. Où en sommes-nous? Le destin national menacé, une jeunesse interpellée. Mais le destin de la RDC est aujourd'hui menacé comment? Comment on le décrit? Et je le dis très clairement, le destin est menacé par une combinaison de facteurs qui sont la sécurité persistante dans la partie est de notre pays et même dans une partie aussi importante de l'ouest du pays. La pauvreté et la corruption structurelle. 3. Perte de repères idéologiques. On n'a pas de repères, on n'a pas de valeurs. 4. Instrumentalisation de la jeunesse par le politique. 5. Enfin, pour moi, on peut étendre la liste. La volonté farouche de certains pays voisins de s'accaparer des richesses du Congo et même d'une partie du territoire congolais. Voilà les 5 éléments que je vous donne qui caractérisent aujourd'hui ce que nous appelons menace, cette menace de notre destin national. Mais face à ces défis, quel rôle spécifique et crucial la jeunesse congolaise doit-elle jouer? Je structure comment dire, mon exposé en 3 axes. Je vais vous donner premièrement les rappels du rôle historique de la jeunesse dans les grandes mutations, y compris dans notre pays. Deuxièmement, je vous donnerai mon témoignage personnel. Qu'est-ce que moi, Martin Fayoulou, j'ai fait en tant que jeune, et enfin, je terminerai par des pistes concrètes d'engagement pour la jeunesse d'aujourd'hui et on pourra partager et discuter. Vous avez des exemples mondiaux et même africains sur le rôle de la jeunesse. On commence par les indépendances africaines. Dans les années 50 et 70,
Et vous le savez, après la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux pays africains ont obtenu leurs indépendances. Et ces processus étaient un processus pas facile, mais dans d'autres pays, c'était pas violent, comme au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, mais dans certains pays, comme l'Algérie, comme le Congo ici, c'était assez violent. On vous rappelle toujours de 1959, 4 juin et 59. 4 janvier, merci beaucoup, le 4 janvier 59. Et c'était violent. Mais c'était les jeunes qui étaient là, qui sont partis et qui ont décidé que les choses devaient changer. Vous avez, après mai 68, en France, il y a eu une révolte estudiantine à Paris et qui se transforme en grève générale. Vous pouvez vous documenter, c'est suffisamment documenté sur Internet, mai 68, et il y a eu un mouvement, même les parents, les écoles, les universités ne pouvaient plus contenir les enfants. Troisième mouvement, les mouvements estudiantins en RDC, contre les abus du régime Mobutu. En 1969, j'étais élève à l'école à Limba, l'école primaire, fin du cycle primaire. On était dans les salles de classe, on a vu des gens courir, des étudiants avaient commencé à manifester contre la dictature de Mobutu. Ils dénonçaient la corruption, l'autoritarisme et l'approvissement généralisé. Et ces mouvements ont été réprimés avec une violence inouïe. Mais les étudiants ont décidé de braver la dictature de Mobutu. Et c'est comme ça qu'il y a eu la réforme de l'université. C'était l'Oganium, enfin avant Ililou, et l'université de Lubumbashi. Et finalement, on a créé l'UNASA et Mobutu a même récupéré certains thèmes des étudiants, le panafricanisme, les valeurs ancestrales. Et c'est comme ça qu'il a donné l'idée de l'authenticité. 4, et ça vous le savez très bien, le printemps arabe. Vous avez vu cette vague de révolte populaire qui a secoué le monde arabe. Ça a débuté en Tunisie, et avec l'immolation de ces jeunes vendeurs ambulants. Le mouvement s'est étendu en Égypte, la Libye, la Syrie, le Yémen et d'autres pays. Les manifestants réclamaient une seule chose, la démocratie. Donc les jeunes, rôle de la jeunesse. C'est là pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que la jeunesse n'est pas seulement l'avenir du pays comme un slogan qu'on prononce, mais elle est aussi le présent actif qui peut faire basculer l'histoire. Très important. Vous n'êtes pas venu accompagner quelqu'un. Personne, même pas vos parents. Personne n'est venu accompagner quelqu'un d'autre sur cette terre des hommes. Il est compris qu'ici, au Congo, plus de 90% de la population, nous sommes chrétiens et que nous croyons que Dieu nous a confié à chacun de nous une mission précise. Et Dieu nous a donné des talents, Dieu nous a donné des dons, et que ces dons, nous devons mettre à nos services, à nous-mêmes et au service des autres. Et personne n'est venu accompagner quelqu'un d'autre. Après avoir dit cela, je voulais vous dire, moi, jeune, parce que je ne suis pas né vieux, donc j'ai été né, j'ai grandi, j'ai fait le mouvement. Moi, je suis né à Kinshasa et baptisé à l'église catholique, moins de 2 mois après ma naissance, à l'église Sainte-Thérèse en Chili. Et j'ai pris la première communion à l'église Saint-Adrien à Ngaba, et j'ai fait les écoles, l'école primaire, le secondaire, ici au Congo,
et j'ai fait l'université en Europe et aux États-Unis. Je suis rentré au Congo en 1984. Et à 27 ans et demi, sous la dictature de Mobutu, je participais à un mouvement de jeunes intellectuels. Les mouvements étaient nés en Belgique par mes amis qui étudiaient là-bas. Ils s'appelaient GLP, Groupe Logos and Praxis. Ils ont ramené les mouvements, j'ai intégré les groupes ici à Kinshasa. Et nous nous réunissions une fois par mois pour analyser la situation du pays, comprendre les causes profondes de ce qui se passait et essayer de trouver des solutions. Sous la dictature mobusienne, on se réunissait et on discutait, on appelait même certains ministres, on appelait le PDG, on appelait les gens de la Banque mondiale, du FMI, on discutait, c'était sous la période du programme d'ajustement structurel. Et ce groupe nous a conduit en 1990, quand Mobutu, le 24 avril 1990, a décrété la démocratie, le multipartisme, et nous nous sommes appelés, les amis de ces groupes FDD, et nous nous sommes dit, chacun de nous doit contacter quelqu'un d'autre pour qu'on soit beaucoup plus nombreux, même les gens qui ne sont pas du groupe. Et donc, nous avons créé le FDD, Forum pour la démocratie et le développement. Et dans ces groupes, Christophe Lupundola était président, moi j'étais vice-président, il y avait des gens que vous connaissez comme Bahati. Quand Christophe est parti, le parti politique UDI qui était animé par Kengo et Tambo Mwamba, je suis devenu président. Modeste Bahati est devenu deuxième vice-président. Donc, nous parlions, nous discutons, et ces groupes étaient instrumentaux pour la convocation de la conférence nationale souveraine. On réunissait les jeunes, et la société civile était tellement forte, et on allait aux eaux, et c'est comme ça que nous sommes allés à la conférence nationale souveraine dans ces groupes. Dans cette conférence, chaque parti avait 4 délégués. Les 4 délégués étaient par rapport à l'UDPS, parce que l'UDPS avait 4 présidents. Le président Tshisekedi, le président Kibasa Madiba, Mwakem et Djibouti. Donc ces 4-là, donc on a donné à chaque parti 4 et les associations de la société civile 2 personnes. Mais nous, exceptionnellement, l'FDD a eu 4 délégués. Donc c'est comme ça que nous sommes allés à la conférence nationale souveraine. Et vous pouvez regarder les annales, vous pouvez regarder et voir comment nous avons animé cette conférence. Et la preuve, Lutundoula, qui était notre président, est devenu deuxième vice-président du Haut Conseil de la République Parlement des transitions. Pendant cette période, sous la dictature de Mobutu, qu'est-ce que nous faisions? Qu'est-ce que je faisais, moi, avec les amis? On allait dans les universités, c'est ce que je disais tout à l'heure, sensibiliser les jeunes. À l'université de Kinshasa, à l'amphithéâtre, plein à craquer. On parlait. On disait aux étudiants qu'il faut qu'on change. Il faut que vous preniez vos responsabilités. Vous ne pouvez pas dormir. Et on allait dans d'autres instituts supérieurs, dans les quartiers et partout. Donc le message est très clair. Quel est le message? Si nous avons pu le faire à une époque où s'exprimer pouvait coûter la vie, pourquoi pas aujourd'hui? Dans un contexte, je voulais dire d'ouverture relative, mais est-ce que c'est vraiment l'ouverture relative? Et le président a dit, dans un cadre qu'on croyait être plus ouvert, et regardez, et moi-même j'ai dit l'ouverture relative. Nous en avons souffert. Moi j'ai des cicatrices d'une balle ici de régime Kabila. Je marchais ici pour déclarer, pour obtenir l'ouverture démocratique. On m'a traité comme du poisson pourri. Et malheureusement, ça continue jusqu'aujourd'hui. Mais ça, je n'accepterai pas.
Et vous, le jeune, vous ne pouvez pas accepter. Donc, c'est ça qu'il nous faut. Alors, que peut faire la jeunesse aujourd'hui? Très simple. Refuser la passivité. Ne pas attendre que tout vienne d'en haut. Je vous ai dit que vous n'êtes pas venu accompagner quelqu'un d'autre. Vous avez étudié, certains d'entre vous travaillent, d'autres sont encore aux études. Vous réfléchissez, vous voyez comment le monde évolue. Refusez, s'il vous plaît, la passivité. 2. Comprendre que l'inaction est aussi un choix, celui de laisser faire. Si vous ne passez pas à l'action, si vous ne réagissez pas, si vous ne parlez pas, vous n'élevez pas le ton, la voix, les autres vont faire ce que vous ne voulez pas. Ils vont faire ce qu'eux ils veulent. Et vous n'allez qu'à subir. 3. Vous devez vous former et vous informer. Se former et s'informer. C'est-à-dire lire, débattre, comprendre les institutions, les enjeux géopolitiques, économiques et ainsi de suite. Pourquoi notre pays, pourquoi le Rwanda se permet d'agresser notre pays? C'est arrivé comment? Et qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous jeunes nous faisons? Que font les jeunes qui sont à la diaspora? Si vous allez au Capitol Hill à Washington, vous allez voir les jeunes des autres nationalités en train d'aller parler pour leur pays. Que font les Congolais? Est-ce que nous avons suffisamment en tête ce qui se trame sur notre pays? Est-ce que nous savons qu'aujourd'hui, plus de 120 localités congolaises ne sont pas gérées par le pouvoir central? Et que faisons-nous? Et vous savez que nous avons, nous sommes guettés par la balkanisation. Ce n'est pas quelque chose d'1 an, 2 ans, ça peut être demain. Est-ce que nous le savons? Donc, il faut connaître, il faut savoir. Quand on vous dit, voilà, que le Rwanda réclame une partie du territoire congolais, vous êtes informé pour savoir que s'il y a des gens qui doivent réclamer des terres, c'est les Congolais qui doivent réclamer des terres au Rwanda. Et si vous voulez le savoir, appelez le professeur Ndaïouel, qui va vous expliquer cela. J'ai animé une conférence débat au Sénat français en mars 2019 avec le professeur Ndaïouel, les sénateurs et tout le monde. Il a démontré cela. Et comment vous récupérez ça? C'est sur Google, sur Internet, cette conférence. Comment vous récupérez ça pour lever les tons, élever les tons et dire à ces gens qui pensent que non, les Rwandais doivent prendre une partie de notre pays et vous leur dites que non, c'est pas vrai, voici la vérité. Aussi, je vous conseille, et Dieu merci, vous avez le Parlement des étudiants, et ce Parlement est très important, parce qu'il faut reprendre cette habitude des cercles d'échange. Parlement, des clubs, des groupes d'études, des think tanks. Il faut le faire, s'il vous plaît. Parce que, comme on dit, des chocs des idées jaillit la lumière. Tel a une idée, tel autre a une autre idée, et puis vous discutez, vous arrivez à trouver le chemin. Ce n'est pas quelqu'un qui vient avec sa dictature à lui, avec ses idées. Vous avez vos idées, mais s'il vous plaît, écoutez aussi les autres et progressez pour trouver une solution d'ensemble. Agir de façon concrète, c'est-à-dire s'impliquer dans la vie associative, communautaire, politique ou culturelle. J'avais suivi Youssou N'Dour était venu ici en 2006, processus démocratique, avant les élections. J'avais beaucoup aimé ce qu'il avait dit. Il dit, ce que je peux demander aux jeunes Congolais, aux jeunes Congolaises, d'investir les partis politiques, d'aller massivement s'inscrire dans les partis politiques pour regarder le vieux, apprendre la politique, regarder ce qu'ils font et aussi imposer la démocratie au sein des partis. Les partis ne peuvent pas avoir des autorités morales.
Quand l'autorité morale a dit, vous entendez, c'est bon, autorité morale. Donc tout ce qu'il dit, c'est parole d'évangile, ou assimilé à la parole d'évangile. Non, mais si Fayoulou est président d'un parti, vous êtes jeune, il dit quelque chose qui vous semble incongru. Vous dites non, M. Fayoulou, s'il vous plaît, vous avez dit ça, est-ce que, en posant lui-même, il va dire, tiens, ça. Mais si vous le laissez, il dit oui, même si, et après quand vous sortez, vous dites, ah non, il a raconté des bêtises. Mais comment il va le savoir? Comment il va changer demain? Donc, allez dans les partis politiques de votre choix, analysez-la, analysez chaque parti, analysez-le, et puis vous allez voir lesquels qui correspondent à votre. Ici, il y a plus de 1000 partis aujourd'hui, mais pas tous les 1000 partis qui sont des partis viables. Donc, s'il vous plaît, la vie associative, la vie militante, la vie dans le cercle de réflexion, c'est très important. Monsieur le Président, il vous reste 5 minutes. Ok, je termine dans 5 minutes. Alors, je disais s'impliquer dans la vie associative, communautaire, politique ou culturelle, lancer des initiatives sur le terrain, initiatives citoyennes, initiatives sur l'environnement et initiatives sur la vie, la justice sociale. Utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser, non pour propager la violence, non pour passez-moi les termes de bêtises, mais pour sensibiliser sur la démocratie, sur la situation dans votre pays. Je veux dire que la jeunesse ne doit pas seulement réclamer une place à la table. Ah non, les jeunes ne sont pas là. Ah non, non. Mais elle doit construire la table elle-même. Est-ce que vous m'avez compris? La jeunesse ne doit pas réclamer une place à la table, mais il doit construire la table elle-même. Et j'ai conclu en disant que le destin national est réellement menacé, mais pas condamné. Le destin est menacé, mais il n'est pas condamné. Le Congo a déjà connu des phases de renaissance, toujours portées par des jeunes. Lumumba était jeune. Lumumba est mort jeune. Kasavubu était jeune. Mobutu était jeune. C'est à cette génération-ci, votre génération, à vous de vous lever et de dire que non, on n'accepte pas que notre destin soit menacé. La jeunesse congolaise ne doit pas attendre l'avenir, elle doit le forger. Aujourd'hui, avec courage, lucidité et engagement. J'ai dit, je vous remercie. Je voudrais ouvrir la session d'échange et questions-réponses entre les parlementaires et le président Martin Fayoulou. À ce sujet, je vais rapidement inviter l'honorable Aboubakar Banzolo pour 1 minute 30 secondes pour son allocution. Merci, honorable président, pour les verbes employés. C'est avec un grand plaisir, rempli des différentes émotions, que je prends la parole au de cette tribune, pour une cause noble, bien sûr, la cause de la jeunesse. À vos titres et qualités respectives, honorable président, honorable membre du bureau, très chers invités, honorable parlementaire, daignez recevoir mes salutations les plus respectueuses. Depuis ma mort, je tiens à saluer la pertinente intervention de notre invité d'honneur, et les remercier de nous honorer de sa présence. On nous demande souvent quel rôle la jeunesse doit-elle jouer face à la menace du destin national. Mais je vous retourne la question. Comment jouer réellement ce rôle quand l'éducation est bafouée, du primaire jusqu'à l'université? Les enseignants sont sous-payés, les professeurs mal rémunérés, les étudiants sont entassés dans des conditions inhumaines. Eh bien, les bourses sont quasi inexistantes, à l'exception de certaines initiatives ponctuelles, notamment celles portées par la distinguée première dame. Et qu'en est-il de la jeunesse entrepreneuriale qui est non financée,
la jeunesse ouvrière non formée, comment construire un avenir prometteur sans financement, sans formation, sans accompagnement? Président Fayoulou, soyons clairs. Le plus souvent, certains leaders de l'opposition utilisent la jeunesse pour accéder au pouvoir. Et une fois arrivée, cette jeunesse est oubliée. Quelle action concrète menez-vous aujourd'hui pour accompagner et renforcer les capacités de la jeunesse afin de jouer pleinement son rôle? Je donne la parole. Honorable Boubacar, j'ai bien suivi avec beaucoup d'attention votre exposé et qui m'a intéressé. Et je vous cite, vous dites que notre jeunesse ressemble à une armée de soldats désarmés. Et vous me dites, au lieu de venir faire de la morale, je ne sais pas faire la morale. Je vous ai dit, je suis d'accord avec vous que le destin du Togo est menacé. Deuxièmement, je vous ai dit que un rappel historique de ce que les jeunes ailleurs ont fait, y compris au Congo, à l'époque. C'est même jeune. Sachez que j'ai étudié au Congo. J'ai commencé par, dans mon temps, ça s'appelait 0 année. On appelle ça aujourd'hui maternelle, primaire, secondaire, et puis je suis parti en Europe. Je n'ai pas bénéficié d'une bourse d'études ici. Et si je suis parti étudier en Europe, je ne voulais pas aller en Europe. Parce que de mon temps, on disait que ceux qui allaient en Europe, souvent n'étudiaient pas. Je voulais étudier et aller à l'université de Kinshasa. À l'époque, c'était du NASA. Pour faire de mon temps, il y avait des disciplines. J'avais choisi Polytechnique, économie et médecine. Mais je n'ai pas été retenu, bien que j'avais un pourcentage élevé de mon école, parmi les plus élevés de mon école, au diplôme d'État. Je n'ai pas été retenu ici. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suis parti en Europe. J'ai chômé un an parce que je ne voulais pas partir. Donc, il n'y a pas de morale. Et donc, je vais vous donner cette expérience. Mon expérience, c'est que j'ai fait pour que vous puissiez vous rappeler. Et ce n'est pas, comment dire, une leçon de morale. Et troisièmement, je dis, voici ce que nous pouvons faire. Alors, ça c'est juste pour répondre à cette question de venir faire la morale aujourd'hui. Quelle action concrète menez-vous aujourd'hui pour accompagner la jeunesse? Et est-ce que vous suivez l'actualité? Je vais vous dire que, jeune que j'étais, en 1990, nous avons créé l'FPD. En 1990, il y avait une tension terrible. Et l'opposition s'est commencée à se former. Plusieurs partis politiques. À l'époque, Ngous Carlibon, Papa Ineo Songwamba, Kyungu Kyakumwanza et tant d'autres ont décidé de créer l'union sacrée de l'opposition. À l'époque, la vraie union sacrée. Et on a créé. Et nous sommes partis fondateurs. L'OC qui est là, Lutungu est là, vous pouvez, et Bahati est là, vous pouvez leur poser la question. UDPS n'est pas vrai. C'est moi, jeune homme, parce que l'OC qui connaissait le président Etienne Tshisekedi. Et je suis parti voir avec mon équipe, voir le président Tshisekedi pour lui pousser à ce que l'UDPS soit membre de l'USP. Ce qui fut fait, des témoins. 90. Alors, ce que je fais aujourd'hui, et après, j'ai commencé à faire des campagnes dans les universités, dans les instituts supérieurs, ISA et partout. Je continue. Si on ne m'arrêtait pas, j'allais déjà être à l'université de Kinshasa. Mais Fayoulou pour aller à l'université de Kinshasa, c'est un problème, mais je vois d'autres qui y vont. Et pourquoi? Alors, aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait créer un parti politique. Et dans ce parti politique, avoir des jeunes. Et dans ce parti politique, avoir une vision claire. Et une vision qui est dans ces manifestes. Congo et Congo. Bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Et propager cette
Qu'est-ce qu'on fait pour la jeunesse? Et comme les Chinois disent, si vous me donnez le poisson, je vais manger aujourd'hui et puis demain j'aurai faim. Mais si vous m'apprenez à pêcher, je mangerai tout le temps et quand j'aurai faim, j'irai pêcher. Je ne peux pas, moi, faire autre chose que pousser la jeunesse, amener la jeunesse au sein du parti et dire aux jeunes d'aller dans d'autres partis et rassembler certains partis, rassembler certains mouvements pour aller de l'avant. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me bats pour que le Congo soit un Congo, comme on a dit ici, libre, fort, digne et prospère. Je me bats pour que la situation qui se passe aujourd'hui à l'est de la République s'arrête. Je suis le premier à être parti à Béni en 2019 pour aller fêter avec nos concitoyens de Béni. Je suis le premier à avoir dénoncé, quand je dis le premier, peut-être pas, mais à relancer l'histoire de la balkanisation du Congo. On disait ici, Yona Niouya Kagame. Ah non, Kagame n'était pas balkanisé. Je suis le premier à relancer cette idée. Je suis le premier à dire que, ou parmi, à relancer le fait que Kagame, Museveni veulent nos terres vers nos richesses. Et ça, c'est l'exemple que les étudiants doivent suivre. Je suis le premier, ou en tout cas, ce que j'ai fait, j'ai dit aux gens, aujourd'hui aux gouvernants, que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons avoir la cohésion nationale. Et pour avoir la cohésion nationale, il faut le dialogue. J'ai réclamé le dialogue depuis longtemps. J'ai fait des tours en Afrique, partout, aux États-Unis, en France, et ici au Congo, pour réclamer, voir les évêques, les pasteurs, les églises de réveil, pour tout cela. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne donne pas l'argent, parce que je n'ai jamais volé l'argent du pays, mais ce que j'ai fait, par l'exemple, par des actions concrètes, j'ai fait des manifestations. Beaucoup de manifestations pour réclamer la démocratie. J'ai contribué, Oui, ouais. C'est revenu. J'ai demandé à ce qu'on puisse avoir des élections libres, des élections transparentes. Vous avez vu ce que j'ai fait? Travailler sur la loi électorale, pousser pour avoir un fichier électoral crédible, audité. Je l'ai fait parce que nous avons un temps à passer. J'ai aussi des enfants, des petits-enfants, et je travaille aussi. Ne fût-ce que si je travaillais pour mes enfants, mes petits-enfants. Je travaille pour les enfants du Congo. Voilà, les exemples sont légion. Vous pouvez regarder. J'ai des jeunes, il y a, un secrétariat national à la jeunesse, à l'ESID, qui est formidable, avec les jeunes, la jeunesse estudiantine, avec ce qu'on appelle des résidents, avec tout le monde. Et les jeunes sont là et on les forme. Il y a des jeunes qu'on envoie apprendre des formations pratiques. Merci beaucoup. Chers collègues, la solution n'est pas dans les compromis mous, ni dans les dialogues des façades. La solution, c'est une rupture radicale, une révolution salutaire qui balaye les ombres de l'oligarchie et qui ouvre les portes à une nouvelle génération, porteuse d'espérance. Voilà ce que nous attendons de l'opposition. Non pas des conciliabules pour se partager le gâteau, mais le courage de préparer le sursaut national. Et à ce propos, j'invite le président Martin Fayoulou à me rencontrer pour en parler. Non pas dans la langue des promesses, mais dans celle de la vérité, de la vérité, de la vérité et encore de l'engagement. J'ai dit honorable président. Oui, honorable aussi, merci beaucoup. Merci, monsieur le président. Oui, honorable, je sais point du droit
la véritable menace, c'est l'homme politique congolais. Je ne dirais pas l'homme politique congolais, je disais l'homme congolais. Vous avez des jeunes, vous avez dit que la jeunesse constitue 65% de la population congolaise. Dans les gouvernements, quelle est la proportion de la jeunesse? Vous avez évalué? Environ 60%. Voilà. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils volent, ils pillent. Et ils sont incapables, incompétents. Mais je suis d'accord avec vous quand vous dites la plus redoutable des menaces, c'est la jeunesse impréparée. Ça, je suis totalement d'accord. C'est la responsabilité des dirigeants, des aînés. Mais la responsabilité, tout le monde prend cette responsabilité. Chose quoi? Mais la responsabilité, c'est ceux qui dirigent le pays. Ceux qui ont dirigé le pays hier, ils sortent et ils critiquent. Mais quand ils étaient là hier, ils n'ont rien fait. Quasiment rien fait. Mais quand ils sortent, ils critiquent. Les jeunes, quand ils sont dehors, comme vous ici, vous critiquez. Il faut critiquer. Mais quand ils sont dedans, on aurait voulu que quand ils sont dedans, qu'ils démontrent autre chose. Donc, voilà. Vous voulez me rencontrer, mais je vous rencontre. Je suis là. Et je ne suis pas l'homme de promesse, je suis l'homme pratique. Toute ma vie, c'est une vie pratique. Ce que je vous raconte, moi, Fayoulou, être Fayoulou, ce que j'ai fait, étudier comme j'ai étudié, aller aux États-Unis comme je suis allé, et travailler jusque dans la première compagnie du monde qui s'appelle ExxonMobil. À l'époque, ce n'est pas des promesses, ce n'est pas des racontards, c'est pratique. Donc j'ai une vie pratique, ce que j'ai fait, même quand j'étais à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, quand j'étais à l'Assemblée nationale, c'est pratique. Et ce que j'ai fait dans la vie, c'est pratique. Donc, ce n'est pas des promesses, mais je suis totalement d'accord avec vous, honorable exaucé, que le pays est saigné à blanc par les détournements. Honorable Président, alors que les sénateurs et députés de l'Union sacrée prélancent le projet de changement de la Constitution, ma question est simple. Monsieur le Président Fayoulou, après avoir rencontré le Président, êtes-vous prêt à cautionner ces projets de changement de la Constitution? Honorable Samantha, Monsieur le Président, chers députés, chers parlementaires, j'ai rencontré Félix Tshisekedi pour lui dire une chose, une seule chose, que le pays est en danger. Le pays est au bord de la balkanisation. La balkanisation, ce n'est pas demain, c'est là, c'est imminent. Et que la solution idoine pour arrêter ça, c'est que les filles et les fils du Congo se retrouvent, les parties prenantes, et discutent. Et dans ces cadres de vérité, réconciliation, cohésion nationale, sous la direction de nos pères spirituels. Avant de les voir, j'ai vu d'autres personnes, même des présidents africains. C'était pour ça. Et j'ai dit, au sortir de cet entretien, pas devant les micros, mais devant mes amis, moi je suis comme Ronaldinho, parce que je crois que c'est le plus grand dribbleur de ces temps-ci. J'ai dribblé l'équipe adverse, tout le monde. Je suis arrivé au carré, je voulais marquer le but, le défenseur m'a lancé, et je suis tombé, et l'arbitre a sifflé le penalty. Et le ballon est là, et vous, le prêtre, les évêques, les pasteurs, c'est à vous de convertir le penalty pour qu'on puisse avoir ce dialogue. J'ai fait mon travail, oui ou non? Oui. Alors, maintenant, vous posez la question si je suis prêt à cautionner les changements de la Constitution. Qu'est-ce que
excusez-moi, honorable, j'aime bien dire maman, parce que quand même, pour vous donner de la valeur. Honorable, Samantha, vous allez sur TikTok, vous allez voir un posting que j'ai fait et j'ai dit à Félix Tshisekedi, si tu t'amuses et tu continues dans cette velléité maléfique de changer la Constitution, tu me trouveras devant toi. Il n'y aura pas de changement de Constitution dans ces pays-là maintenant. Plus tard, oui, parce que les mécanismes est prévu par la Constitution, mais pas changer d'une façon intempestive. Et j'ai demandé aux gens qui veulent le changement de la Constitution de me donner un seul article de cette Constitution, un seul article qui empêche ce gouvernement de gérer correctement les pays. De me donner un seul article qui demande aux gens qui volent de voler. De me donner un seul article. De me donner un seul article qui empêche l'armée d'être efficace et de combattre les gens qui attaquent les Congos. Mais non, honorable Samantha, non, je ne cautionnerai pas le changement de la Constitution. Il y a autre chose à faire. Si quelqu'un veut donner le pouvoir éternellement, qu'il sache d'abord qu'il est mortel. Et il ne pourra pas passer 150 ans, comme on a appris dernièrement en Chine, où les gens se disaient, est-ce qu'on peut vivre encore 150 ans? Non. Et ceux qui ont fait ça avant, ils sont partis. J'étais jeune homme et je me battais contre la dictature de Mobutu et je me disais, mais comment il est parti. Kabila est venu, les jeunes hommes. On s'est battu contre la dictature de Kabila. Kabila n'est pas là aujourd'hui. Tshisekedi partira. Celui qui viendra partira aussi. Merci beaucoup. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, avant de procéder à l'agencement de mes préoccupations, j'aimerais souligner la pertinente pensée de Nelson Mandela, qui soutient que l'unité nationale est la plus grande arme que nous puissions opposer à nos difficultés. Sur ce, avec toute déférence, j'adresse la question au président Martin Fayulu. Monsieur le Président Martin Fayulu, comment se porte aujourd'hui le camp de la patrie? Monsieur le Président, à quoi ont servi les consultations de Freedom House à ce sujet? Et à cette allure, le camp de la patrie ne risque-t-il pas de connaître le même sort que la vérité des urnes restée sans effet? Je dis honorable Président. Merci, honorable Duarte. Honorable Duarte, merci beaucoup pour vos questions et d'abord pour cette citation de cet illustre africain, le personnage Nelson Mandela. Oui, l'unité nationale est la plus grande arme. Et c'est comme ça que je dis la cohésion nationale. Monsieur le Président, la cohésion nationale, c'est ça qu'il nous faut. Oublions nos divergences. Et de plus, ce qui vous fait mal, quand vous voyez les Congolais, les Congolaises, de tout bord, quand ils se rencontrent, c'est du sourd. Même s'ils étaient l'élite de l'opposition, de la résistance, du pouvoir, quelle hypocrisie. Mais là, pour le pays, qu'est-ce que vous faites? Non, je suis totalement d'accord et merci d'avoir, rappelé cette citation de Nelson Mandela. Alors, comment se présente les camps de la patrie? Vous avez vu après les consultations de Freedom House, les camps de la patrie, comme j'avais dit, ce n'est pas un camp où il y a des gens qui viennent contre les autres. Les camps de la patrie n'est pas un rassemblement des partis politiques, des associations et des personnalités pour prendre le pouvoir demain. Les camps de la patrie, ce n'est pas un parti unique. Et du reste, la Constitution prohibe l'institution d'un parti unique. C'est condamnable.
c'est puni donc de peine de trahison. Les camps de la patrie, c'est cette idée-là, c'est la matérialisation de l'article 63 de notre Constitution qui dit, et je cite, tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. C'est ça les camps de la patrie. Les camps de la patrie, c'est ce que, honorable Duarte, vous dites l'unité nationale de Mandela. C'est ça les camps de la patrie. Que tout le monde, que nous soyons tous ensemble, que nous regardons notre destinée. Quelle est notre destinée? Quelle est notre vision pour les Congo? Qu'est-ce que nous avons laissé au Congo? Quelle est la place que nous voulons du Congo dans les concerts des nations? On se met d'accord, on dit, on travaille. Et nous travaillons, nous faisons la part, ceux qui sont là, les contemporains, font ce qu'ils doivent faire, et les autres qui vont venir continuer. Les Washington, les Jefferson, ont été aux États-Unis, ils ont fait ce qu'ils ont fait, et ça continue. Et pourquoi pas nous? Lumumba, Kasavubu et les autres ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et c'est la honte pour nous de voir qu'on a eu des anciens comme les Lumumba et les Kasavubu et que nous ne pouvons pas leur arriver à la cheville. Conscience nationale. Dire, réveillez-vous, chers amis. C'est comme ça que quand nous sommes partis à Genève, on a dit Lamuka. Réveillez-vous et regardons tous dans la même direction. Nous sommes attaqués par les Rwandais. Nous sommes attaqués par les Ouganda. On ne parle pas beaucoup. L'Ouganda, aujourd'hui, fait son affaire à Ituri. C'est les shillings ougandais qui utilisaient dans une grande partie de l'Ituri. Et ils prennent de l'or à beaucoup comme ils veulent. Et les Rwandais s'enrichissent. Et les Rwandais se permettent de faire ce qu'il fait aujourd'hui à les championnats du monde cycliste au Rwanda. On montre l'image. Est-ce que nous sommes incapables de le faire? Ne vont-nous pas organiser les combats du siècle ici au Congo? Et comment ça se tombe comme ça? D'une façon drastique, il n'y a plus rien. Et c'est comme ça que je dis, venez, venons, allons-y de l'avant, mettons-nous ensemble. C'est un état d'esprit. Et quand la patrie, c'est ça. Donc, et les consultations de Fadenhaus, j'aime bien ce terme, les consultations de Fadenhaus, c'est des gens qui venaient poser la question, honorable, comme vous avez posé, c'est quoi les camps de la patrie? Nous voulons, certains disaient, nous voulons, comment dire, adhérer à ces camps, et je vais donner la réponse que je viens de vous donner. Travaillons tous ensemble. Et ces camps de la patrie, j'ai prononcé les mots quand, au sortir de l'entretien avec Félix Tshisekedi, quand les journalistes m'ont tendu les micros, je dis, est-ce que vous vous rendez compte des gens qui dorment à la belle étoile, de la partie est de notre pays, des gens qui n'ont pas de logis, des gens qui se sont déplacés, des gens qui meurent jour et nuit, et nous sommes ici, nous sommes en train de nous prélasser et de discuter des sexes des anges. Venons tous, dans les cadres des camps de la patrie, combattre l'ennemi, défendre notre pays. Alors, je termine en disant, vous dites, est-ce que les camps de la patrie n'auront pas les sorts de la vérité des journées? Non, la vérité des journées, elle est permanente. Qui pense que le combat sur la vérité des journées est arrêté? Qui? Nous disons, nous allons, je viendrai peut-être dans d'autres questions, dans les réponses, pour dire, nous voulons, dans ces discussions que nous allons avoir entre frères et sœurs, entre Congolaises et Congolais, discuter aussi de l'organisation des élections dans l'avenir. Tant qu'il n'y aura pas la vérité des choses, tant qu'il n'y aura pas une femme ou un homme choisi par les Congolaises et les Congolais qui présidera les affaires du Congo, chers amis, il y aura cette crise de légitimité. Nous sommes dans la crise de légitimité. Quelqu'un parle, les gens disent, non, il faut arrêter la crise de légitimité
et on l'arrêtera avec la vérité des urnes. Merci beaucoup. Il rencontre celui qu'il qualifie depuis 7 ans de président illégitime. Celui qu'il accuse d'avoir volé sa victoire et d'avoir organisé les simulacres d'élection. Alors le peuple est en droit de se demander où est la constance? Où est passée la vérité des yeux? Président Martin Fayulu, qu'allez-vous, jeunes engagés dans la culture démocratique, comprendre de ce geste? Est-ce un tournant stratégique ou un signe d'apaisement national? Beaucoup de Congolais continuent d'interpréter votre revirement à 360 degrés comme une capitulation, pire encore comme une transaction politique, car jugeant la plupart de vos actes comme légitimant ce même pouvoir que vous combattez hier. Alors, Président Martin Fayulu, que répondez-vous à ceux qui disent que vous avez trahi vos propres combats? Que répondez-vous à ceux qui disent que vous avez vendu la vérité des urnes contre quelques promesses? Que répondez-vous au peuple qui, en 2018, croyait en vous, voyait en vous un opposant constant, et qui, en 2025, voit un homme qui se contredit et qui donne du crédit à ceux qui l'accusent depuis 7 ans d'illégitimité? Enfin, aujourd'hui, dans un contexte de confusion idéologique et d'instabilité politique, les jeunes ont besoin de repères clairs et la direction de votre combat. Honorable Président, honorable membre du bureau. Honorable Fiston, merci beaucoup pour cet exposé magistral, cette interpellation à mon égard et qui me permet de donner quelques éclaircissements. Mais je suis totalement d'accord avec vous et vous avisez que l'histoire retiendra que la constance, la cohérence et la fidélité aux principes valent plus que toute autre chose. Et je suis d'accord et je peux vous dire que je suis parmi ceux, je peux me réclamer sur ce que vous dites, la cohérence, la constance et la fidélité à mes principes et à mes valeurs. Il y a des choses que vous voyez et je vous demande de suivre ce qui se passe dans le monde. Si vous prenez vos principes et j'aimerais que quelqu'un, vous-même, honorable Fiston, de passer ici et de dire quels sont ceux de mes principes que j'ai altérés. Il faut me le dire. Alors, on va aller dans le détail. Je prendrai un peu plus de temps parce que... c'est accordé, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Et parce que vous le dites bien, la parole doit rimer avec la vérité, la cohérence et la transparence. On parle de trame de votre exposé et c'est toujours cette constance, vérité et cohérence. Il demande de transparence. Et vous dites que j'étais champion de la vérité des jeunes. Oui, je suis et je continue à les rester. Je suis champion de la vérité tout court. Je suis champion de l'intégrité. Je suis champion de l'intégrité. Je peux mettre comme ça ma mère là. À mon âge, je l'ai 69 ans bientôt. Je veux dire qu'il n'existe une personne sur cette terre des hommes, je n'ai pas dit au Congo, sur cette terre des hommes, qui m'a donné un jour un franc intimement, qui m'a corrompu, n'existait pas. Je travaillais dans la plus grande société du monde. Je pourrais être millionnaire, ExxonMobil. C'est directeur général dans des pays où, si vous êtes là, si vous travaillez au Nigeria, allez demander. Si vous travaillez en Éthiopie, pays enclavé, quand un directeur général, il peut sortir avec combien de millions au Mali? Je ne l'ai pas fait. Donc, et j'ai fait cette proclamation de foi dès l'entame de votre pour vous répondre. En 2023, vous dites refus, nous avons fait des manifestations. Vous avez fait en mai, nous avons fait des manifestations ici à Kaba et ça a pris beaucoup d'ampleur. Et puis, arrivé au moment
de matérialiser ce que nous avons dit. Vous avez dit qu'il faut associer la parole à l'acte, l'acte à la parole. Les amis ont dit ah non. Et nous, le 19 juin, au nom du groupe, j'ai fait une déclaration en disant que la MONCA ne présentera aucune candidature à tous les niveaux des élections si le fichier électoral n'est pas audité. Monsieur Kadima, président de la CENI, a eu peur. Il a convoqué une réunion. Le 30 juin, nous sommes partis à l'hôtel Fleuve Congo. Et là, avec mes amis de l'opposition, nous sommes convenus d'une chose, qu'ils fassent faire l'audit du fichier électoral, qu'ils continuent le processus, et que nous puissions aussi enregistrer nos candidatures, mais si l'audit s'avère négatif, on arrête. C'est comme ça que nous nous sommes entendus. Il nous a dit qu'il ne pouvait pas répondre là tout de suite, il devait consulter la plénière. Le même jour, son témoin, je suis rentré dans la salle avec les membres de la MONCA. Puis, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On attend que la CENI nous réponde, ou comme on a déjà commencé avec l'élection des députés provinciaux, les enregistrements, qu'on fasse cela. Et je dis aux amis que je vais mettre mon argent à moi, $300 000, pour enregistrer les candidatures. Et s'ils disent non, je perds cet argent-là. C'est pas grave. S'il n'y a pas de vite. J'étais seul dans cette position. Vous étiez 55 personnes. Tous ils ont dit non, on n'enregistre pas. Est-ce que c'est Fayoulou? Mais c'est Fayoulou aussi parce que c'est la décision collective. Alors, donc, vous avez déjà cette réponse. C'est la décision collective d'avoir, de chercher la transparence des élections. Alors, pourquoi je me représente? Et vous êtes jeune, vous allez apprendre, il faut apprendre aussi. C'est comme ça qu'il faut regarder telle position, pourquoi telle position. Depuis, comment dire, la table ronde, pourquoi on a pris telle position, par telle autre, la conférence nationale. Pourquoi on se présente? On ne s'est pas présenté pour aller gagner. On s'est dit, d'abord, on va se présenter, on va demander dans la commission stratégique à laquelle Yves Badjogo a participé, et puis avec cette proposition, on va demander qu'on fasse rouvrir les enregistrements pour la députation nationale et la députation provinciale. Et il y a des gens qui disent que s'ils refusent, il y en a qui disent s'ils refusent, on ne pose pas non plus, on ne dépose pas la candidature pour la présidentielle. Il y a d'autres qui disent s'ils refusent, on dépose. Sur 12 parties de la MONCA, 8, on dit non, on dépose. On dépose pourquoi? On dépose, c'est comme ça que Seth Kikouni, qui était membre de la MONCA à l'époque, qui a dit qu'on ne dépose pas. Et il y a un autre gars qui était à Lubumbashi, qui a dit qu'on ne dépose pas. Maître Nico Maïngeli, qui a dit qu'on ne dépose pas. Seth Kikouni et ses membres, et un autre, Chivamba, ils sont partis, ils ont quitté la MONCA. Ils ont dit que non, nous sommes stricts, on ne dépose pas. Nico Maïngeli a dit que non. Moi, je me rallie à la position de la majorité, il est revenu. Et on dépose pourquoi? Parce que nous avons déjà compris toutes les manœuvres qui ont été faites pour la tricherie. On savait que dans les bureaux de vote, c'était les directeurs d'école, c'était les membres de l'Union sacrée, que tout était fait, qu'on avait mis des dames, des vieilles dames qui savaient lire et écrire, et des papas, quand une vieille dame qui ne sait pas lire et écrire vient, cette dame-là vient, on dit Mourégui, et puis eux ils votent. La dame ou le monsieur. Donc, nous savions. On s'est dit, on va troubler ces mécanismes. Entrer, ça va changer. Et par le fait que nous avons décidé d'entrer, ils ont donné des machines à tout le monde. Vous n'avez pas vu des machines? Et ces machines ont discrédité cette élection. Et ils se sont dit que non, même si on donne des machines,
Faisons les élections en plusieurs jours. La loi dit c'est en 10 heures, une journée. Et donc, c'était fait à dessein. Et c'est la stratégie. Si vous ne connaissez pas la stratégie, vous le voyez de loin, vous dites qu'on change. Sinon, Félix serait aujourd'hui élu dans la tricherie là, mais que personne n'aurait vu la tricherie, et il serait légitime. Et tout le monde entier a vu que ce n'était pas légitime. Donc, vous avez compris pourquoi nous l'avons fait à dessein. Nous sommes partis, parce qu'il s'était dit déjà, ah oui, il a parlé de vérité religieuse. Là, on peut lui démontrer, on va lui donner 6 députés, c'était déjà calculé. On va lui donner 6% à la présidentielle. On le savait. Si vous faites de la politique ou même dans la vie tout court, il faut vous renseigner, il faut avoir l'information. Donc, alors, vous posez des questions. Comment expliquer ça? Je viens de vous expliquer. Qui doit comprendre la jeunesse? La jeunesse doit comprendre qu'elle ne doit pas être comme des moutons des allures. Allez comme ça. Et je vous ai parlé d'avoir des think tanks. Je vous ai parlé de vous former, de vous informer. Tout ça. La jeunesse doit comprendre que la vie, ce n'est pas une équation à un inconnu. Ou quand j'étais à l'école primaire, quand on me disait -1 plus 1, je disais c'est impossible. Mais quelqu'un me dit non, mais quand vous allez à niveau cycle d'orientation, vous saurez que c'est possible. Et après, j'ai commencé à faire des équations plus compliquées. Après, je suis allé dans les intégrales. Après, j'ai fait la topologie avec boucles ouvertes, boucles fermées. Après, la vie, c'est comme ça, c'est complexe. Et si vous ne voulez pas saisir cette complexité, et pour arriver à savoir ce qu'il faut, et vous ne saurez pas faire les choses correctement. Vous continuez, honorable fiston. Vous dites en 2025, 7 ans plus tard, vous rencontrez Félix Tshisekedi. Mais vous voulez que je considère Félix Tshisekedi comme mon ennemi? Je vous ai déjà dit, j'étais en 2020, j'étais à Washington. Je dis que je vais pardonner. Je lui ai dit que si un chrétien a 2 valeurs, la première c'est l'amour et la deuxième c'est le pardon. Et je vais pardonner à tout le monde, y compris là, y compris Kabila. Quand j'ai dit que si Kabila quitte Goma, je vais le rencontrer. Comment vous trouvez ça? Donc il y a encore un problème de manque de constance. Il y a simplement volonté de chercher la solution pour le pays. Je ne veux pas, vous pouvez croire ce que vous croyez, mais je ne serai pas intimidé parce que je sais qui je suis. Et ce qui compte pour moi, c'est la solution. Si on vous dit, cher honorable fiston, que Nelson Mandela, quand il était à Robben Island, et je suis allé à Robben Island 2 fois, bon. Quand Nelson Mandela était à Robben Island, qu'il avait déjà quitté Robben Island quelques mois avant, plusieurs mois auparavant, qu'il négociait, qu'il discutait avec des clercs. Vous allez dire qu'il a changé de cap? Je vous pose la question, honorable. Est-ce qu'il a changé de cap? Ou il cherchait la solution pour son pays? Et encore que, des jeunes gens qui ont 20 ans, 22 ans aujourd'hui, il y en a qui critiquent Mandela. Mandela fait sa part. Mais c'est à lui de faire sa part. Si l'ANC perd en électorat, est-ce que c'est la faute de Mandela? Il a fait sa part. Donc, chers amis, plus tard, si je rencontre Félix Tshisekedi, c'est pour lui dire, nous avons besoin de la cohésion nationale, nous avons besoin du dialogue, il faut le dialogue, ce n'était pas pour autre chose. Et vous allez plus loin. Est-ce que c'est un tournant stratégique ou abaissement, capitulation, changement des caps, où vous avez vendu la vérité à des urnes, vous êtes un homme qui s'est contredit? Non. Les gens qui se croient, et je l'ai dit à tout le monde, j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai dit, si quelqu'un m'a donné de l'argent indûment, qui se présente. J'ai entendu que, oui, Félix Tshisekedi m'a donné 5 millions de dollars. Et vous avez gardé ça. Quand je lui ai Félix Tshisekedi, je lui ai posé la question devant les gens, il était là. Vous avez dit à tout le monde qui vous m'avait donné de l'argent, 5 millions, 13, 15 millions. Chers amis,
Et aujourd'hui, s'il a réellement donné, je l'ai dit ici, qu'ils disent, Fayoulou, tu es mon grand frère musulman, je t'ai donné, et qu'ils viennent. Il n'existe pas. Je regarde tout le monde. Je dis, je vous regarde en face. Le problème des Congolais, votre problème, je considère que ce n'est pas mon problème parce que je ne suis pas comme ça, c'est que, pas certains d'entre vous, mais ceux qui sont corruptibles, corrompus, qui peuvent voler et qui sont voleurs, ils croient que moi je suis voleur, mais lui aussi, on a appris, excusez-moi de vous faire une petite histoire, mais on a appris que l'ami, comment vous appelez Katia, il a pris l'argent quelque part, mais c'est vérifié. Et maman, il y a comment Lise. Mais ça s'est vérifié aussi que Lise, bon, tout ça. Et on dit que papa, Yves dit, ah, mais quand il a appris, Lise a appris, moi, si on me donne, moi, je veux prendre. Moi, je veux prendre, si on me donne. Mais il apprend que le président, il y a des soupçons. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah bon, lui il a pris, elle a pris, moi je veux prendre, donc le président aussi a pris. Arrêtez ces raisonnements simplistes. Il y a des gens qui ne prennent pas, qui ne prendront pas. Et essayez aussi d'étudier les gens, c'est ce que font les autres. Prenez la vie des gens. Moi, là où je suis, c'est connu. Les écoles où là j'ai étudié depuis l'école primaire, c'est connu. Cycle de notation, c'est connu. Là où j'ai travaillé, ici, c'est connu. Les collègues sont là encore. Il faut savoir l'honnêteté des gens. Donc, je termine en disant, oui, l'histoire retiendra la cohérence. L'histoire retiendra que, je ne sais, c'est l'histoire. Je ne demande pas à vous. À vous, ce que je souhaite, ce que je veux, qu'on réussisse à sortir ces pays du tout. Et l'histoire retiendra. Donc moi, avec les contemporains, vous croyez ce que vous croyez, c'est à vous, mais les gens qui propagent les mensonges, ils savent ce qu'ils propagent. Il y a un qui a dit que mon frère était sénégalais. Ok, après je l'ai vu en train de dire, ah non, on nous a instrumentalisé. Mais c'est vous-même, c'est toujours vous-même. Donc, l'histoire est têtue. Je termine, Kofi Olomide disait que la vérité vient par... Donc, Kofi Olomide dit que la vérité, le mensonge vient par l'ascenseur. La vérité vient par les escaliers, mais elle arrive. Merci. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers collègues, nous venons de suivre minutieusement l'intervention du président Martin Fayulu-Madidi, que nous saluons. C'est vraiment des leçons que nous apprenons. Mais, honorable président, nous retenons qu'il promette le changement, mais il change d'alliance à chaque séance sous prétexte que la politique est dynamique. Et l'on réalise qu'ils crient pour leur patrie, mais négocient pour leur parti. Honorable Président, je vous le dis en vérité, la République démocratique du Congo est menacée par l'opposition. Je vous le dis en vérité, la République démocratique du Congo est menacée par l'opposition. Inefficace, inactive et improductive. Peut-être c'est la raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi l'a qualifié d'opposition et appelé opposition et Anzala. Chers collègues, pendant que notre peuple souffre du manque d'eau, d'électricité, de routes praticables, pendant que notre peuple endure la cherté des vies, les embouteillages, les inondations et l'insalubrité, que fait l'opposition? Des communiqués, des tweets et de points de presse. Voilà les réactions. Nous sommes au XXIe siècle. Chez moi, à Kassongolunda, par exemple,
Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'eau. Devons-nous continuer à manger des pites? C'est ça notre réaction. Honorable Président, Monsieur Martin Fayoulou, où sont les manifestations populaires pour défendre le panier de la ménagère, pour dénoncer la flambée du dollar, pour exiger la paix et la baisse du transport? Et donc, les dialogues restent chimériques. Et ils ont retrouvé leur place ailleurs, en exil. Tandis que le peuple souffre, lui reste abandonné à son triste sort. Pour ce faire, j'ai à ce sujet 3 questions précises à vous poser. La première question: pourquoi l'opposition ne respecte-t-elle pas la loi qui l'organise? La deuxième question: pourquoi persiste-t-elle dans les divisions? Et la troisième question, la dernière, pour que je finisse: que répondez-vous à ceux qui vous accusent d'avoir trahi les combats en rencontrant le président Tshisekedi? Là, je fais allusion aux opposants. C'est quand même attention à la sémantique, parce que la Linga, là, depuis Mongo, la campagne, la bio, Mama, donc il faut faire très attention. Très attention. Alors, vous parlez des changements, mais vous changez vous-même. Et j'ai négocié pour mon parti. Monsieur le Président, honorable parlementaire, honorable Miché, si j'ai négocié pour mon parti, c'est que je fais ici, il n'y a pas les dames, et c'est les ministres aujourd'hui, oui ou non? Oui. On les a consultés. Et si moi j'avais dit oui, allez-y, tout ça, les combats qu'aider, comme ça, pour que ça n'aille pas. C'est les députés. Donc, s'il vous plaît, soyez circonspect. N'essayez pas d'ameuter ou d'amuser la galerie. C'est très dangereux. Vous êtes parlementaire, vous êtes étudiant, et vous devez savoir ce que vous dites. Dites des choses sensées. Et vous savez, le mensonge, j'ai dit encore, le mensonge, ça va très vite. Et ce monde aime des choses comme ça. La vérité est très difficile, mais ça arrive toujours. Et vous, et c'est comme ça que vous êtes étudiant. C'est comme ça que vous êtes l'élite. C'est ça qui vous permet, dans cet élitisme, cette connaissance que vous acquérez, ces discussions ici, d'aller à la maison, les parents ou les voisins qui n'ont pas votre niveau. C'est vous éclairer, les amis. C'est comme ça qu'on dit d'organiser des forums, des rencontres dans les quartiers pour éclairer. C'est comme ça que le monde s'est développé ailleurs. Donc, je négociais avec personne. Si je devais être ministre, je devais l'être déjà à l'âge de 35 ans et à 47 ans. Ils sont là, ils m'ont proposé. J'étais à la conférence nationale souveraine. On a payé les perdièmes. Je n'ai pas touché les perdièmes. J'avais quel âge? Je n'avais pas les niveaux de revenus que j'ai aujourd'hui. J'ai été député ici, on a dit que le mandat est terminé, on a dit 1 an. Et 1 an après, on nous payait. J'ai pris l'argent de l'État, j'ai remis à la caisse de l'État. On aura le déchet. Vous n'êtes pas au courant de ça? Vous n'êtes pas au courant que j'ai remis l'argent au trésor public? Vous êtes au courant? Non, si vous n'êtes pas au courant, on vous dit, j'ai remis l'argent de l'État et ça personne ne m'a demandé. Je pouvais faire comme tout le monde. J'étais député à l'Assemblée nationale. Les députés prenaient l'argent tel. Mais que le président de l'Assemblée nationale, les questeurs ou la questeur, qu'un disent un jour Fayoulou a équipé avec une qui a Zubon. Ils disent, cher ami, ne vous mettez pas dans des lieux communs, comme tout citoyen qui parle sans vérifier ce qu'il dit, sans avoir de sous-bassement, de sous-corps de ce qu'il dit. J'ai négocié pour mon parti. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Et vous savez, même les jeunes du parti disent, ah non, ben voilà, lui, il est plein, il a des problèmes. Il a 10 millions, il était là.
10 millions de dollars. Alors, la RDC est menacée par l'opposition. Non, la RDC est menacée par vous, par des propos irresponsables. La RDC est menacée, pas par vous tous ici, par ces genres de propos. La RDC est menacée par sa population qui ne veut pas être mature. La RDC est menacée par sa jeunesse qui ne veut pas prendre sa responsabilité. Qui est ces jeunes? Ces jeunes, c'est là qu'ils sont venus voir. Vous dites, mais allez-y, allez voir Félix Tshisekedi, allez voir les autres, allez voir tout le monde. Mais faisons la vérité ici. De quoi on parle? Si vous voulez amuser la galerie, vous voulez distraire les gens pour les envoyer à Couillonville et vous faites des choses, allons-y. Et soyez distraits. Moi, je ne suis pas distrait. Donc, pendant que notre peuple souffre, qui fait l'opposition? On fait des communiqués, on fait des tweets. Mais qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai reçu la balle de ça ici. Vous avez reçu une balle? J'avais votre âge, j'ai marché ici, la place Victoire. On va pointer comme ça, on va vous tuer. Là, la place Victoire, on a tué des gens, j'ai vu des gens tomber devant moi. Combien de fois j'ai vu des gens tomber devant moi? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai organisé des manifestations, Tchangou, là-bas, on nous a tabassé, tout ça, là, sous le régime Tshisekedi. Vous n'avez pas vu ça? Et vous avez participé? Si j'appelle demain à la manifestation, vous viendrez? Est-ce que vous viendrez? Donc, oui, certains viendront. Je ne dis pas non, parce que dans ces manifestations, il y a des gens. Mais, comme on dit à Lingala, ok? Vous ne devez pas avoir la même stratégie ou les mêmes stratégies. Il faut adapter des stratégies par rapport à l'évolution. Regardez, mais que dirait le français des Gilets jaunes? Que dirait le français des Gilets jaunes? On dit, mais pourquoi vous n'allez plus? Vous avez échoué. Est-ce qu'ils ont échoué? Il y a une période, ils ont marqué les temps, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Que direz-vous? Qu'est-ce que vous, honorable Michel, qu'est-ce que vous allez dire des Américains, des démocrates qui sont au Parlement là-bas et de ce que Trump fait aujourd'hui aux États-Unis? Ils ne sont pas capables. Soyons circonspects. Alors, vous continuez. À Kasomolunda, il n'y a pas d'eau. C'est moi qui dois aller mettre de l'eau à Kasomolunda. C'est l'opposition qui doit aller mettre de l'eau à Kasomolunda. Je me plains ici, vous dites des tweets. J'ai été à l'aéroport de Djili jusqu'à chez moi 6 heures. Oui, j'ai fait un tweet pour dire que ça va. Mais ce ne sont pas des tweets gratuits ou comme ça. Et je propose la solution. Même si petit à petit commence à appliquer, j'ai dit, voilà la solution pour arrêter les embouteillages ici. Même pas arrêter, mais les diminuer. Ok? 1. Discipliner les automobilistes. Parce que les automobilistes sont les plus indisciplinés. Vous êtes là, il y a des feux. Ici, il y a des feux. Mais pendant qu'il y a des feux rouges, tout le monde veut passer. Mais les feux passent, ça bloque, et puis c'est un blocage total. Est-ce que ça, c'est la faute à qui? Parce qu'il n'y a pas de loi. Madame tout à l'heure a dit dans les manifestes, la loi, l'ordre. Donc, il y a l'indiscipline, il faut discipliner les gens. Et c'est facile à faire. 2. Mettez les feux rouges dans les grands carrefours. Je vois maintenant qu'on a mis beaucoup de feux rouges. Mais il faut mettre des policiers pour surveiller et faire des contraventions. La ville de Paris vit presque des contraventions. La ville de Washington vit des contraventions. Si vous commencez à dire aux gens, voilà, vous avez mal conduit, mettez la voiture là et vous payez, sinon on prend votre voiture, on l'envoie à la fourrière. Et vous allez voir, ça va changer. Et 3, commencez à réparer les 1000 poules. Il faut les boucher et faire des artères, d'autres artères qui sont en train de faire l'avocat. Une très bonne chose. Ouvrez Lumba pour aller jusqu'à l'aéroport, à partir de Kingawa. C'est ça. Il y a des solutions. Et je l'ai dit, ce n'est pas que je fais des tweets pour faire des tweets. Mais je ne suis pas au pouvoir. Comment, avec quel argent? Vous voulez que Naïba Mongo, Nasala qui est dans Kassamouloun, le Tchemaï, Bato Yigiru, le Mongo Bissoa.
Et les gens dégoûtés vont dire, ah non, vous faites seulement là-bas et ici. Moins que ce soit par solidarité, solidarité bien limitée, qui donne de l'argent comme ça gratuitement aux gens, ça veut dire que c'est un voleur. Ok? Parce qu'il a volé l'argent de l'État. Et vous ne savez pas ce que moi j'ai fait. Je paye, comment dire, les études de certains étudiants, j'interviens, mais c'est ma solidarité. C'est nous est réclamé. Alors, cher honorable Miché, donc je vous dis que changer de leadership. Il y a 18 défis ici. Je vais rappeler ça à la fin. Et si vous, honorable Miché, vous avez le manifeste de Kisangani? Je n'ai pas eu donné plus. Non, je lui donne. Donnez ça à honorable Miché. Qui lise les manifestes de Kisangani, il comprendra. Honorable Michel, venez prendre le manifeste. Voilà, lisez et comme venez me voir pour me dire ce que vous avez compris. Et nous allons les 18 défis là. Il faut les affronter un à un pour que le Congo soit ce pays que Lumumba a rêvé. Mais pour les affronter, il faut des gens capables, des gens compétents, il faut des gens responsables. Je termine en disant, parce que vous avez dit pourquoi l'opposition ne respecte pas la loi qui régit l'opposition. Il est où cette loi? Qui respecte quoi dans ces pays? Qui respecte quoi? Alors vous êtes, vous dites que les autres ont trouvé leur place en exil et le dialogue reste chimérique. Où sont les manifestations populaires? Que répondez-vous à ceux qui vous accusent d'avoir trahi l'opposition? Je n'ai pas trahi l'opposition. Je n'ai pas trahi l'opposition. Je termine en disant ceci. Je parle une minute. Je suis le moteur. Je suis celui qui, depuis 1990, a fait en sorte que l'opposition soit unie. Depuis l'union sacrée. Je vous ai parlé de l'union sacrée quand les Ngoums et les Iléo ont créé l'IDPS n'était pas là. C'est moi qui suis parti convaincre Etienne Tshisekedi à ce que l'IDPS entre à l'union sacrée. Les gens vont dire, heureusement que vérité va changer la beauté. Même si les gens ne veulent pas, il y a des témoins. L'Amouka, le rassemblement, Etienne Tshisekedi reposait sur moi. Ok? La dynamique de l'opposition, la dynamique Etienne Tshisekedi président. Vous êtes jeune, vous le connaissez? Renseignez-vous. Qui a créé ça? Ou qui était à la base? Les gens parlent aujourd'hui. Nous sommes partis à Genève. Nous avons dit, c'est lui qui va sortir le candidat commun, nous acceptons. Si c'est pas moi, j'accepte. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Bon, maintenant, je demande. Je suis allé voir Tshisekedi. Voulez-vous que je vous dise pourquoi je suis allé voir Tshisekedi? Oui. Le parti décidé, après l'élection, d'après nos statuts, nous devons faire ce que nous appelons le Conseil national. On fait le Conseil national du 1er au 5 mars 2024. Et ce Conseil national a pris 10 résolutions et des recommandations. Hier, d'ailleurs, on était au bureau pour regarder comment nous avons implémenté les recommandations. 10 résolutions. La résolution numéro 6 a dit ceci. Le Conseil national prit instamment le bureau national, dont je suis président, à ne ménager aucun effort pour contacter nos pères spirituels afin d'organiser les dialogues entre les parties prenantes sur le thème vérité, réconciliation, cohésion nationale. Point. Il ne s'agit pas de partage des pouvoirs, ainsi de suite. Et j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai vu les prêtres, les évêques, les pasteurs, j'ai vu tout le monde. Alors, voulez-vous? Si, et heureusement, donc ça j'ai dit au commun des mortels qui ne comprend pas, heureusement, le président et son bureau ont décidé qu'on se voit. Donc, j'ai exécuté cela et j'ai pris mon bâton de pèlerin. Je suis allé jusqu'au Togo, je suis allé dans d'autres pays, je suis allé partout. Et j'ai dit aux gens, mais vous êtes là, Monsieur Nanga,
Pourquoi vous faites tuer les Congolais? Monsieur Kabila, quel est le problème? Venez, monsieur Tshisekedi, sous vous, sous nous contemporains ici, ces pays vont être organisés. Qu'est-ce que nos enfants vont dire? Qu'est-ce que nos petits-enfants vont dire? Ils vont porter nos noms? Quel propre à ce niveau-là? Donc, c'est ça que j'ai fait. Et chers amis, il y a beaucoup d'incohérences et ceux qui vont venir après, je leur demande d'essayer, parce qu'on a mis les 13 valeurs de l'ECD ici, et les principes que je proclame partout, et quelqu'un me donne un seul principe, une seule valeur que moi j'ai bafoué. Merci, Monsieur le Président. Le président Fayoulou a eu l'initiative de rencontrer le chef de l'État, Félix Tshisekedi, afin d'encourager la réception de pères spirituels de la SENCO et de l'ECC. Le porteur du projet d'un pacte social qui pourrait devenir le socle d'une paix durable. Ma question est donc claire et solennelle. Après cette démarche, où en sommes-nous aujourd'hui? Et, Monsieur le Président Fayoulou, quels actes concrets avez-vous menés afin que ces dialogues, tant espérés par le peuple congolais, arrêtent d'être un horizon lointain, mais qu'ils deviennent une réalité vivante? Car, chers collègues, notre peuple n'attend plus de discours. Il attend des ponts là où il y a des murs, et il attend une sémence de paix là où la haine a creusé des sillons. J'ai été président. Merci, honorable ministre. Voulu applaudir l'honorable Ellis. Elle a parlé peu, comme quand j'étais à l'école, en 4e année primaire, on avait un livre qui disait peu, mais bien. Vous, dans votre scolarité, vous n'avez pas dit ça. Mais elle a tout dit. Elle a tout dit. Et elle dit que notre destin, c'est parce que c'est de ça qu'il s'agit, notre destin collectif se trouve à la croisée des chemins. Et dans cette croisée des chemins, la solution, c'est le dialogue. Qui dit mieux? Et elle dit, celui qui veut aller loin, marche avec les autres. Vous entendez? L'unité de Mandela que l'honorable Samantha, c'est Duarte, l'honorable Duarte avait parlé. Qui veut aller loin marche avec les autres. Et c'est ce que nous disons, la cohésion nationale. Les autres, c'est les Congolaises et les Congolais, nous tous. Nous devons regarder dans la même direction parce que le pays est attaqué. Il n'y a pas autre chose. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Tout ce que vous avez dit, ça suffit, mais je réponds à la question. De tous les noms, il y en a beaucoup qui ont applaudi. Mais je constate qu'il y a plus de gens qui ont applaudi que ceux qui ont condamné. Et après cette démarche, où en êtes-vous aujourd'hui? Je vous ai dit que j'étais Ronaldinho. J'ai dribblé toute l'équipe adverse, je suis resté face au gardien, j'ai été rasé et penalty. J'ai demandé aux évêques et aux pasteurs de concrétiser. Mais ce que j'ai appris, nous tous, vous avez appris, ils nous ont envoyé une feuille de route qui est déjà élaborée. Une feuille de route avec 8 points, parce que nous, décidés dans mon cas, nous avons dit, il faut le dialogue. Il faut le dialogue, pour nous, c'était 6 points, très clairement. Ces points sont 1. Comment recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays? Et là-dedans, nous devons parler de l'armée et des groupes armés. 2. La gouvernance. Comment arrêter la gabegie financière? L'enrichissement illicite. Les trains de vie élevés de l'État. 3. Les droits humains. Comment arrêter les exactions ici, les violations systématiques des droits humains? 4. Les réformes électorales. Quelles sont les réformes électorales nécessaires à faire, y compris les lois électorales, dans les fichiers électoraux? Quelles sont ces réformes pour qu'en 2028, nous ayons des élections transparentes, crédibles
et apaisée. 5. Comment vivre pacifiquement en harmonie avec le pays voisin? Comment? Donc, la coexistence pacifique. 6. Enfin, nous avons dit, est-ce que ce n'est pas le moment de faire, de voir tous les accords que nous avons signés, toutes les résolutions que nous avons eues depuis 1960, regardez la trame, où est-ce que nous sommes et voir la cohérence. Il faut qu'une commission s'occupe de ça. Voilà ce que nous avons dit. Et tout ça, vous ne pouvez pas être seul. Vous n'êtes pas seul Congolais. Les Congos n'appartiennent pas à un individu, pas à votre famille. Les Congos appartiennent à tous qui sont ici. Ceux qui sont morts, ils nous ont laissé les Congos. Mais ceux qui vont venir demain, après-demain. Donc c'est ça les Congos. C'est que là où nous sommes aujourd'hui, nous attendons que M. Félix Tshisekedi signe une ordonnance convoquant les dialogues. C'est à lui. C'est vous, le chef. Si vous êtes convaincu, comme vous, au-delà de 10, convaincu que c'est la solution. La solution, si les gens aussi sont responsables. Parce que après, les gens qui vont aller, les jeunes seront là. Parce que vous dites vous-même que nous voulons y être. Vous y serez. Mais soyez effectifs. Et donc, quand nous irons là-bas, comme quand nous sommes allés à la conférence du Centre international, les gens parlent aujourd'hui. Nous avons fait la conférence du Centre international. Ça a produit quoi? Ça a produit l'accord de la Saint-Sylvestre, vous le savez. Et cet accord était mauvais. Pourquoi on n'a pas appliqué? Si M. Kabila n'avait pas torpillé cet accord, est-ce qu'on serait là aujourd'hui? Non, soyons sérieux. Vous souriez. Je sais pas quel... Est-ce qu'on serait là aujourd'hui? Si M. Nanga, quand nous sommes allés aux élections, déjà, n'avait pas fabriqué les chiffres, n'avait donné les vrais chiffres, on serait là aujourd'hui. Si déjà en 2006, on avait proclamé les vrais résultats de la présidentielle, on serait là aujourd'hui. Tout ça, c'est nous. Ce n'est pas le problème du dialogue. C'est nous. Le dialogue peut être là. La conférence nationale a eu lieu. 724 actes. Ces actes-là n'ont pas été matérialisés. Pourquoi? Parce que le peuple a mouvement conférence, et après, le peuple a oublié. C'est ça l'intérêt de ce genre de rencontres. C'est ça l'intérêt d'interpeller les gens. Je suis interpellé, on s'interpelle, et nous disons qu'est-ce que nous faisons. Honorable, les actes concrets que j'ai posés, je continue à dire aux gens qui peuvent influencer, mais il faut le dialogue. L'acte concret, on nous a invités en Afrique du Sud. Il y avait un dialogue là-bas, organisé par la Fondation Thabo Mbeki. Mais nous, au sein de la MONCA, nous avons trouvé que c'était un moyen de constituer les dialogues d'ici. Et nous avons écrit pour dire, s'il vous plaît, la Fondation Thabo Mbeki, encouragez plutôt le processus de Kinshasa, donc les dialogues de Kinshasa. Et du reste, on a vu pas de visa, pas de ceci, tout était programmé précipitamment, et nous avons compris qu'il y avait un problème. On pose beaucoup d'actes, on discute, et ça c'est un acte que je pose, que j'ai accepté de venir vous parler pour éclairer la lanterne des millions de concitoyens. Merci. Merci beaucoup, Honorable Président. Nous allons prendre nos débats. Il est en train d'être détruit totalement. Mais il y a un ennemi là qui était de l'autre côté, mais cet ennemi-là s'est converti, là, en ce moment-là. Il dit que non, il peut vous aider à ce que les Congos ne soient pas totalement détruits ou ne soient pas simplement détruits. Vous allez signer avec lui ou pas? Vous allez laisser lui non. Quand on ici, la carte dans la carte de Bandoki, on continue la carte de c'est ça les manières graves que vous avez. J'ai signé les communiqués à Kabila du reste, c'est Sanga et moi
qui avons écrit ces communiqués. Nous avons demandé à plusieurs de signer. Nous avons signé ces communiqués, vous savez pourquoi? Parce que c'est la déclaration des principes de Washington du 25 avril est une déclaration dangereuse. Ça a donné, ça a renforcé l'accord cadre d'Addis Abeba dans son point sur les engagements de la région, où on dit que la République, donc il faut une coopération active jusqu'au niveau où on peut exploiter en commun les ressources naturelles du Congo. Vous allez accepter ça? Vous allez accepter ça? Non. Que les ressources naturelles du Congo, qui appartiennent au Congo, qui sont sur le territoire congolais, on exploite ça avec les autres. Moi, je dis que c'est grave. Il faut arrêter ça. Et nous devons arrêter. Mais il faut arrêter ça. Si Kabila met sa signature pour qu'on arrête ça, vous voulez que je dise non? Vous voulez que je dise non? Mais si Kabila m'amène et dit que non, allez soutenir les M23 et l'Alliance Fleuve Congo à l'Est, je ne peux pas accepter. Mais là, nous l'avons fait pour sauver le pays, pour sauver notre richesse. Et c'est pour cela que vous avez vu dans la déclaration de Washington, après, c'est point 6, parce que c'était le point 6 dans l'accord des principes, dans la déclaration des principes. Ce point 6-là a été mis à l'écart. C'est ça qu'on parle maintenant, qu'on devait le faire après. Et vous voyez maintenant, quand on dit qu'on signe, on parle de l'OCC 1, l'OCC 2, vous ne suivez pas. Suivez. Parce que nous disons que, oui, nous pouvons faire des joint ventures, nous pouvons faire des choses avec les Burundi, les Ouganda et le Rwanda, la Tanzanie. Mais faisons-le dans le cadre de la CPGL. Est-ce que la CPGL c'est aujourd'hui? C'est Mobutu qui a créé la CPGL. CPGL, Communauté économique des pays des Grands Lacs. Faisons-le pour gérer les ressources communes, frontalières communes, pas les ressources des pays qu'on cherche ensemble. Mais si quelqu'un veut venir d'une nationalité, n'importe laquelle, créer une société au Congo et selon les droits congolais, on n'en disconvient pas. Voilà, cher honorable John Kassongo, pourquoi nous avons signé cette déclaration pour arrêter M. Félix Tshisekedi et dans ce qu'il est parti là-bas pour vendre nos ressources naturelles au Rwanda. Vous n'avez pas épinglé ça. Allez rentrer chez vous, googlez, prenez l'accord de principe, regardez le point 6 et prenez notre déclaration et je vais vous laisser mon numéro de téléphone et dites-moi ou dites aux autres parlementaires ici ce que vous allez trouver là-bas. Donc, soyons sérieux. Alors, quel devons-nous, et je continue à insister, hein, et demain, aujourd'hui, ben, vous ne dites pas à Tshisekedi qu'il a dit qu'il ne négocierait jamais avec les M23 et tout ça, il est à Doha, il discute avec eux. Mais qu'est-ce que vous dites? Bon, peut-être c'était comment on dit, une formule, ok? C'est un des styles qu'il a dit ça. Mais quand les pays sont en danger, quand il y a des solutions qui sont là, Zelensky et Poutine, vous voyez que demain ils ne parleront pas. Combien de choses que le président Trump a dit, et puis qu'il a vu que la réalité était différente, il s'est ajusté. Combien de fois? Soyons sérieux. Même si vous êtes des scènes-touches, si nous travaillons pour le pays, il y a des choses qu'on décide à un très haut niveau, et là, je l'ai violé, et j'ai prouvé simplement que je n'ai pas de rancune, pas de rats dans le cœur. Je prouvais ce que je déclare, je suis un chrétien qui a ces deux valeurs fondamentales, l'amour et le pardon. Et j'ai vu Tshisekedi dans le même sens. On m'a posé cette question sur France 24, à RFI. Monsieur Fayulu, vous avez signé avec le parti des Kabila. Ça, c'était quand le 20 novembre 2024, mon secrétaire général
et Prince Epeng est dans les cadres des autres partis ADD Congo, et les autres ont signé avec les partis membres du FCC. Nous avons signé contre le changement de la Constitution. Nous avons dit, alors vous ne voulez pas qu'on signe, quelqu'un vient ici, il dit que lui, il est CCCCO, il va rester là-bas, les Congo lui appartient, il change la Constitution quand il veut, et vous avez, et un ami a dit ici, un honorable parlementaire, il a dit, c'est lui qui veut aller plus loin, honorable Ellis marche avec les autres. Donc ces autres-là pensent la même chose. Non au changement de la Constitution, vous dites que moi je suis un solitaire, je marche en solo, je fais cavalier seul. Non, vous avez faux. Donc, honorable, je termine en disant que vous parlez de s'allier, si je suis devenu allié de ceux qui déstabilisent les Congos. Qui déstabilisent les Congos? Je peux vous démontrer qu'il y a des gens qui sont au gouvernement qui déstabilisent les Congos. Je peux vous démontrer que Félix Tshisekedi est parmi les gens qui déstabilisent les Congos. Je peux vous le démontrer. Si vous voulez, je prends 5 minutes, je vous démontre par A plus B. Qui déstabilise les Congos? Ils sont nombreux. Je peux vous démontrer, il y a des gens que vous ne soupçonnez pas qui déstabilisent les Congos. Oui, Kabila déstabilise les Congos. Je suis le premier qui avait dit que quand Kabila était au pouvoir, qu'il y avait des pions tapis dans les institutions de la République. Je suis monsieur le Président. Oui, mais c'est très important, cher ami. Il y a des pions tapis dans les institutions de la République, des pions inconscients et des pions conscients. Il y a des gens qui allaient comme on dit, dans Ngoulou, dans le Cambon, mais dans aussi nous avons la touche. Il y avait, et je l'ai dit, jusqu'aujourd'hui, il y a des pions tapis dans les institutions. Donc, c'est pas de la trahison. Mes paroles, comme vous les dites, j'avais dit sur le changement de la Constitution. Ok? Très simplement. Que Bouchard avait dit le changement de la Constitution ou l'inanition de la nation. Et j'ai dit à ces gens-là, ces gens-là sont des sorciers. Parce qu'ils veulent changer la Constitution. Comme il y en a aujourd'hui, j'ai les traite de sorciers aussi, ceux qui sont dans les régimes actuels. Mata, professeur Mata, est avec moi. Je fais des conférences avec lui partout. Ici à Kinshasa, à l'université de Kinshasa. Nous sommes allés jusqu'à Washington. Et Mata a dit, comment voulez-vous qu'un individu s'appelle l'autorité morale, et c'est aujourd'hui les gens, Mata, professeur d'université. Est-ce que vous trouvez ça normal? Chers amis, s'il vous plaît, et je vous appelle à étudier, à préparer vos leçons, à préparer vos interventions, à vous documenter. Prenez, je peux vous donner les dates, les discours. Je parle de chaque 30 juin, je parle de chaque 30 décembre, depuis 2019. Je fais des tweets, comme vous avez dit. Et regardez, vous allez voir une logique implacable dans mes interventions. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur, Mesdames, membres du bureau, Monsieur, Mesdames les parlementaires, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie pour la franchise de vos propos. Et j'ai aimé l'ambiance. J'ai joué les jeux. Okay? Et vous n'êtes pas venu ici pour faire des complaisances. Vous avez dit ce que vous pensez et je vais vous donner des réponses. Oui, il est vrai que le destin national est menacé, comme j'avais dit au début. Le destin est menacé, pas condamné. Et je le dis et je le répète, le Congo, notre pays, a déjà connu des phases de renaissance. On va les naître. Mais ces phases de renaissance ont toujours été portées par les jeunes que vous êtes. Je vous demande, par rapport à tout ce que nous venons de dire ici, de faire votre introspection et de dire, de voir ce que vous pouvez faire. Je vous ai dit beaucoup de choses. Vous devez vous lever. Cette génération doit faire en sorte que ces pays ne soient pas
balkanisée. Cette génération doit faire en sorte que les violations systématiques des droits de l'homme s'arrêtent. Cette génération, la vôtre, doit faire en sorte que les enrichissements illicites soient bannis, que la gouvernance soit intègre. Cette génération doit travailler, doit lever la voix. Je termine en disant que la jeunesse congolaise ne doit pas attendre l'avenir, c'est une répétition. Elle doit forger l'avenir. Aujourd'hui, elle doit forger l'avenir avec courage, lucidité et engagement. Et la jeunesse ne doit pas écouter les racontars non vérifiés. La jeunesse doit être le porte-étendard de la vérité, de choses qui feront que notre pays aille de l'avant. La jeunesse doit chercher des solutions qu'il faut pour le pays. La jeunesse doit regarder ce qui se passe dans d'autres pays et amener des solutions pour notre pays. Et aujourd'hui, la solution pour moi, c'est la cohésion nationale. Et la cohésion nationale passe par le dialogue national inclusif pour créer ces camps de la patrie. Et les camps de la patrie qui va baliser le chemin pour l'avenir de notre pays. Votre avenir, l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. Que Dieu bénisse les Congo, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nzambe il nakota bakota na sima ta balofilme wa laissez-la s'il vous plaît. Image.